réserve est cernée par des compagnies d'huile de palme, de charbon et compagnies forestières. Donc il faut s'assurer que cet îlot, qui est quand même conséquent, 6000 hectares, soit pas fragilisé par les activités humaines aux alentours. Depuis la création de Calauet à Pararawen, on a mis en place une logistique avec les autorités pour essayer de s'investir dans la protection de ces zones. Quand je vous présente ces zones, ça ne veut pas dire on a gagné, c'est protégé, c'est sûr. Non, non. On s'investit dans ces zones, il y a toujours une pression. On essaie de faire en sorte de sauver la forêt dans ces zones, mais dans un contexte indonésien, rien n'est sûr. On doit au jour le jour continuer à faire en sorte d'essayer de protéger ces zones. À Sumatra, là c'est un petit peu particulier parce que ce qui est très rare en Indonésie, on a pu acheter de la forêt grâce à de nombreux donateurs, dont le Zoo de la Boissière qui a acheté plusieurs hectares de forêt. On est arrivé à acheter 99 hectares de forêt primaire avec des siamangs, des gibbons à l'intérieur, des tigres, des tapirs. Et que 99 hectares, oui, mais encore une fois, c'est déjà mieux que rien. Et cette année, on va normalement, si on reçoit le soutien nécessaire, acheter encore une trentaine d'hectares, collés à ce qu'on a déjà acheté. Voilà, là, il y a un peu les soutiens de cette démarche. Puis ensuite, il y a une autre zone à Sumatra, de 15 000 hectares. En fait, elle fait 25 000. Mais concrètement, sur le terrain, on pourrait protéger de 15 000 hectares de haut relief et à la grandeur du site. Pour le moment, rien ne s'y passe. C'est-à-dire que j'ai eu à un moment donné l'opportunité de signer un papier avec le gouverneur de la province pour obtenir cette concession. Concrètement, Calauet n'a pas les moyens de protéger une zone aussi grande pour le moment. On n'a pas les reins assez solides financièrement. Mais comme j'ai eu à un moment donné l'opportunité de signer ce papier, au lieu que la concession parte à une plantation d'huile de palme ou forestière, on a sauté à pieds joints sur l'occasion et on a signé le papier. Mais j'espère, à l'avenir, avoir les moyens suffisants pour s'assurer qu'il n'y a pas de braconnage, par exemple, à l'intérieur, etc. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. À l'intérieur de chacune de ces réserves, il y a donc du braconnage. Ce que vous voyez là, c'est une boulette de ficelle faite avec une vingtaine de pièges, des collets qui sont mis dans la forêt pour attraper les animaux. Donc il faut faire des patrouilles pour s'assurer que dans ces réserves, il n'y a pas de braconnage. S'assurer qu'il n'y a pas de coupes illégales. Le bûcheron qui avait l'habitude de couper des arbres, si tout autour c'est devenu des palmiers, s'il veut couper des arbres, il va rentrer dans les zones protégées. Donc s'assurer qu'il n'y a pas de coupes illégales. Et puis s'assurer que les compagnies qui sont aux limites de la réserve, des réserves, restent bien de leur côté. Donc dans un premier temps, on a des moyens humains. Peu. Pour patrouiller. C'est extrêmement dur de motiver les gars pour crapahuter dans la forêt tous les jours, sur du long terme. Pour au final, quand on va tous les jours en forêt pendant un mois, on va quoi trouver 1 à 2 fois des soucis dans la forêt. Donc c'est dur que ça soit motivant, parce que les résultats sont peu nombreux comparés au temps passé dans la forêt. Donc il a fallu essayer de penser à une solution. Comment être efficace avec peu de moyens humains. Et là on s'est dit, on va s'élever en utilisant un paramoteur. Alors, je sais qu'en Inde et dans certains autres endroits, des ONG commencent à utiliser des drones pour justement surveiller la forêt ou surveiller des rhinocéros, notamment en Inde. On y a pensé, d'abord ça a un coût, et puis ensuite surtout, vous savez, quand vous avez un drone bourré d'électronique qui tombe en panne à Bornéo, voilà, vous êtes un petit peu embêté. Même Nanto, je pense, ne saurait pas le réparer. Alors, c'est pour vous dire. Alors que le paramoteur, c'est un moteur de tondeuse à gazon, quasiment, de 2 temps, donc vous pouvez le réparer un petit peu partout. Donc on commence les patrouilles aériennes avec le paramoteur, c'est-à-dire survoler les zones, faire des photos, dès qu'il y a des activités illégales dans la réserve, on met en ligne les clichés. Donc tout ça commence. On met en ligne les clichés pour que les autorités sachent qu'il y a une vraie pression. Les journalistes sont au courant. Tout le monde est au courant. Donc il faut réagir. Je ne suis pas policier. Même si on a la gestion de ces réserves, à un moment donné, il faut que la police intervienne. Donc là, c'est une photo de la réserve Pararawen du paramoteur. Là, c'est la piste qui passe à côté de Pararawen du paramoteur. Cette piste, on n'y a pas accès normalement. Vous savez, les compagnies mettent des barrières, des gardes, armés la plupart du temps, et vous ne pouvez pas savoir ce qui s'y passe à l'intérieur. Mais ils ne contrôlent pas leur espace aérien. Donc on peut gentiment voler au-dessus, puis voir si par exemple il y a une petite piste qui rentre à l'intérieur de la réserve, et qui leur permettrait d'extraire du bois. Tout simplement en paramoteur, gentiment, assis, en prenant l'air,
Et ça se passe très très bien, on peut facilement lâcher les mains, prendre des photos, etc. D'autres exemples, là c'est aussi une piste de la compagnie. Ici c'est une plantation illégale à l'intérieur de la réserve. Alors vous me direz, il n'y a pas besoin d'un paramoteur pour voir une plantation aussi grande au milieu de la réserve. Sauf qu'à pied, c'est quasiment une journée de marche. En paramoteur, ça m'a pris 15-20 minutes. Pour arriver sur le site, j'ai fait des photos, pris le point GPS et montré ça aux autorités. Elles ont dit, ah oui, effectivement, c'est à l'intérieur de la réserve. Donc c'est une efficacité redoutable. Et ici, ce sont des canaux qui rentraient jusque dans la réserve d'Ampapac, qui servent à extraire le bois. Le bois est mis dans l'eau et est tiré à l'extérieur de la réserve. C'est aussi le paramoteur qui nous a permis de détecter ça. Et ici, sur ces deux dernières photos, vous voyez deux trous dans la forêt. C'est un seul arbre qui a été coupé. Et en paramoteur, vous pouvez encore une fois très facilement détecter qu'il y a un souci. Alors, je vous ai parlé de l'huile de palme. La situation sur place, 90% de la forêt, ça paraît assez alarmant, ça l'est. Mais on ne peut pas se permettre d'être pessimiste. Pourquoi? Parce que si on est pessimiste, on ne se donnera jamais les moyens d'être efficace. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'être efficace. Il faut arrêter de se lamenter, il faut arrêter de se dire que c'est foutu. Il faut arrêter de pleurer que le monde va mal. Il faut agir. Puis on fera le bilan plus tard. Et c'est vraiment l'idée de Calaouette. On est très mauvais pour faire du lobbying, par exemple, Calaouette, on sait pas faire. Discuter avec les autorités pour voter de nouvelles lois ou je ne sais quoi. On est des gens de terrain et on a vraiment cette optique. Être efficace. Sauver ce qu'on peut sauver. Mais le plus important, c'est aussi que cette mission, elle soit sexy. C'est-à-dire pour être fédérateur, pour que les gens aident Calaouette, pour qu'on puisse travailler sur place, pas contre les populations, mais avec les populations, pour que, voilà, qu'on soit pas obligé d'être déprimé pour être écolo. Il faut que le message soit séduisant. Et je me suis dit que moi, quand j'étais gamin, quand j'étais pas au lycée, quand j'étais pas avec les gibbons, quand j'entrais chez moi, j'écoutais la radio. Et moi, j'écoutais Skyrock, j'écoutais Fun Radio quand j'étais ado, comme beaucoup d'ados, je pense. Et je me suis dit, je vais faire la même chose. Et ça s'appelle Calaouette. Et j'ai fait naître la radio Calaouette, qui est destinée aux jeunes générations de Bornéo. Le but premier, c'est pas du tout de parler des gibbons, pas du tout de parler de l'environnement. Le but premier de la radio, c'est d'être écouté. Faire que les auditeurs switchent sur 99.1. On va donner, donc comme toutes les radios, de la musique, des divertissements, tout ce qu'ils veulent, des canulars à l'antenne, etc. Tout ce que les gamins aiment. Donc une vraie radio qui est émue maintenant depuis plus de 10 ans. Vous avez tous les animateurs qui sont là. Et les résultats, c'est quoi? C'est 10 à 15 000 auditeurs qui nous écoutent sur 24 heures. C'est plus l'illuminé de français qui est arrivé tout seul à Bornéo, c'est tous ces gens-là, tous ces jeunes-là qui sont derrière nous. Ces jeunes qui font notre travail. Le gamin qui au collège va dire à son copain, oh, dis donc ça craint, hein, t'as un gibbon chez toi, tu devrais écouter Calaouette quand même. Hein. Et on nous appelle et on récupère le gibbon. Ou un exemple que je cite souvent, mais ça illustre bien le conflit aussi générationnel avec que Calaouette peut créer. C'est la gamine qui nous appelle et qui nous dit, venez vite chercher chez moi mon gibbon, parce que moi je veux vous le donner, moi j'écoute la radio Calaouette, mais mon papa il veut pas, et mon papa il est au travail, donc venez vite le chercher alors que mon papa il rend du travail. Et c'est toute la force de la radio de s'inviter chez ces jeunes, depuis 10 ans, 24 heures sur 24. Donc on diffuse 5 messages d'environ 40 secondes, toutes les heures, qui eux vont être choc sur l'environnement. Donc au milieu de ces émissions de divertissement, on va avoir ces petits messages qui vont toucher des jeunes qui a priori s'en fichent complètement des gibbons. Je prends toujours l'exemple de comparaison avec la France. Quelqu'un qui fait la démarche de regarder un documentaire animalier sur France 5, c'est quelqu'un qui est déjà concerné par l'environnement, parce que justement il a fait la démarche de switcher sur France 5. Ce qu'il faudrait, c'est que le gamin qui regarde Secret Story sur TF1 ait un message d'une minute sur l'environnement. C'est un peu la démarche. Et c'est ce qu'on fait à la radio Calaouette, les aides de Bornéo, et surtout 60 à 70% des animaux que l'on reçoit nous sont directement amenés par les auditeurs eux-mêmes. Ils font notre travail et ce sont nos alliés. Et puis vous savez, quand c'est Chani qui dit sauver les gibbons, c'est bien. Mais quand c'est Angoun qui dit sauver les gibbons, alors là, c'est mieux. Angoun est idolâtré en plus en Indonésie, l'artiste qui a réussi à l'international. Elle a enregistré plusieurs messages qu'on diffuse sur la radio Calaouette.
Et là, ça marche vraiment très bien. On a plein d'autres artistes très très connus en Indonésie, avec qui on travaille parce qu'on a des accords avec leur maison de disques. Et quand ils viennent à Bornéo, ils viennent dans nos studios, ils enregistrent des messages, et là le message devient vraiment sexy. Et c'est ce qu'on veut. Et puis vous comprenez que le message du Callawet est devenu vraiment cool quand vous avez les chauffeurs de pousse-pousse qui marquent sur leur pousse-pousse Callawet, parce que ça fait bien. Et là vous dites, tiens, on est arrivé quand même à quelques petites victoires. Pour ceux qui veulent perfectionner leur indonésien, on a le site internet où vous pouvez écouter la radio en direct. Et ça, c'est l'équipe. Et puis, vous du projet, encore une fois, je ne suis pas tout seul en Indonésie, il y a 57 personnes à l'heure actuelle, en comptant les animateurs de la radio, 6 vétérinaires, chefs d'équipe, soigneurs, gardes, maçons à plein temps qui sont toujours en train de faire des choses, département des forêts aussi qui travaille avec nous, qui nous aide à ce que la bureaucratie soit plus courte. Si je reçois un vendredi soir, par exemple, un gibbon, je dois aller chercher un gibbon le vendredi soir. Si je ne travaillais pas comme ça avec les départements des forêts, on me dirait « Ah oui, pour qu'on vienne avec toi, il faudra attendre le lundi matin. » C'est un petit peu un souci. Donc du coup, on a des fonctionnaires du département des forêts qui viennent après coup, après les sauvetages, régulariser la situation, et ça nous permet d'agir vite. Le coût de ça, c'est qu'on est obligé de donner un autre salaire aux fonctionnaires, qui est quand même payé par l'État, et qui est aussi payé par Callawet pour faire ce travail-là. C'est le prix à payer. Et puis on a aussi des bénévoles en France, qui font des stands un petit peu partout. Il y en a quelques-uns dans la salle, parce qu'il faut diffuser le message. On a besoin de 450 000 € par an pour faire vivre tout ce que je vous ai présenté. Il faut les trouver. On n'a jamais plus de 2 à 3 mois devant nous. Donc on est toujours en flux tendu, toujours dans un stress de savoir si on va avoir assez de sous, etc. Donc c'est pas évident. Et tous les amis de Callawet qui font ces stands nous aident énormément en diffusant le message. Et l'essentiel de tout ça, de cette présentation, c'est quoi? C'est le nombre de gibbons sauvés? C'est le nombre d'hectares de forêts protégées? En fin de compte, peut-être pas. L'essentiel, peut-être que c'est la démarche. Peut-être qu'en écologie, c'est justement la démarche qui sublime les résultats. C'est le message qu'on a diffusé autour de soi quand on fait ce genre d'action. J'en suis convaincu maintenant, je l'étais pas au début, mais je dis souvent, et c'est toujours le même exemple que je prends, mais c'est vrai, j'étais persuadé que la fin du monde c'était dans une semaine. C'est certain, c'est pas comme en décembre dernier, là c'est certain, on y a droit dans une semaine. Eh bien je ferai exactement la même chose pendant cette dernière semaine, je sauverai les gibbons. Parce que c'est ce qui est important. Faut arrêter de se poser des questions sur qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qu'on va réussir. Non, il faut agir. Et pour terminer, une petite question pour vous. Êtes-vous des amis de Callawet? Les amis de Callawet, c'est les gens qui vont donner 5 € par mois à l'association pour sécuriser tout ce que je vous ai présenté. À l'heure actuelle, on a 643 ou 644, je crois, sur le site. C'est déjà beaucoup, mais il nous en faut encore beaucoup. On estime à 3500 amis pour arriver à sécuriser tout ce que je vous ai présenté. Parce que moi, j'ai encore plein de projets en tête, notamment dans d'autres pays comme le Bangladesh, pour essayer de venir en aide à ces gibbons, à tous ces animaux. Et puis voilà, là vous avez les noms des partenaires de l'association. Vous pouvez suivre les activités sur Facebook, Twitter, le blog, etc. Et puis je suis aussi là en France pendant 3 semaines pour la sortie du bouquin, qui insiste sur les relations humaines. Je suis parti en Indonésie avec une vision assez misanthrope de la situation. Moi, c'était des animaux, rien d'autre, avec des œillères. Puis on se rend très vite compte que si on veut des résultats, il faut d'abord aider les gens, sauver les gens, agir avec les gens pour sauver les gibbons. Et c'est donc une approche philanthrope. Et ce livre raconte une de ces rencontres, avec un petit garçon qui avait besoin d'aide, qui a croisé ma route il y a peu de temps. Et de 12 ans à peu près. Et ce petit enfant qui est mis sur ma route comme ça par hasard, il a un prénom. Et son prénom c'est Gibbon. Et je me suis dit ça peut pas être un hasard, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, si vous voulez connaître la suite, je te le dis. Voilà, merci beaucoup pour la visite.